Il y a eu une étude de fait sur le lycée qui a montré qu'on avait quand même beaucoup d'élèves par classe qui étaient des jeunes aidants. Mon père, il a été renversé par une voiture. Du coup, il a tout le temps besoin de l'aide des autres, il est plus autonome. Dès que je rentre, il faut que je m'occupe de mon frère, donner ses médicaments, lui préparer à manger. Ma mère, elle a besoin d'aide, elle est vite fatiguée. Quand on me dit t'as un exo de maths où tu dois aller faire les courses avec ta mère, bon bah je vais faire les courses avec ma mère quoi. C'est même pas un choix, c'est une évidence. Un jeune aidant, c'est un enfant ou un adolescent qui s'occupe au quotidien d'un proche parent malade ou en situation de handicap. On a une première estimation qui s'appelle ADOCARE. C'est sur un échantillon de 6000 lycéens. C'est pas tout à fait terminé, mais les résultats liminaires, eux, interrogent. Sur 1448 lycéens, 17,1% se disent jeunes aidants. Dans une salle de classe de lycée, ça représenterait 4 élèves par classe. Sachant que, bien sûr, il y a des jeunes qui commencent à être aidants bien plus tôt, déjà à l'école primaire ou au collège. On est probablement au-delà du nombre de 1 500 000 jeunes aidants en France. J'en parle pas. Personne n'est au courant. Ils savent que ma mère est en fauteuil parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu, mais je leur dis pas que je l'aide. J'ai l'impression qu'ils vont pas comprendre en fait. Je ne parle à aucun de mes professeurs, je crois qu'il n'y en a aucun qui est au courant de ma situation familiale. Ça ne me surprend pas parce que, en tant qu'enseignante, je n'ai jamais entendu un élève me dire voilà, madame, moi à la maison, j'aide ma famille, j'aide mon frère, ma sœur. Voilà. Ça, je n'ai jamais entendu en plus de 20 ans de carrière. À l'école, on a envie de se fondre dans la masse. On ne veut pas se faire remarquer, à attirer l'attention sur quelque chose de personnel. C'est pas forcément quelque chose qui me gêne, c'est juste que voilà, ça fait partie de mon intimité. Après, suivant les endroits, c'est plus ou moins assumé. Mais dans des endroits où tu tournes beaucoup sur des codes, sur des marques, sur des choses comme ça, c'est impossible d'avouer ça. Le fait de ne pas parler de leur situation les invisibilise aux yeux de la société, aux yeux du personnel de l'éducation nationale. Il y a des enfants, on a appris qui avaient des responsabilités très importantes et qui ont maintenu leur scolarité comme ils pouvaient, mais à quel prix, quoi? À quel prix? On ne l'a jamais su parce qu'ils étaient silencieux. C'est pas forcément la maladie, hein, ça peut être aussi s'occuper à la maison, d'aller chercher les frères et sœurs, de faire à manger, de faire tout ça. Et en fait, on n'a pas de moyen de reconnaître ces jeunes-là. Ils aimeraient être caméléons comme tout le monde, que ça leur colle pas à la peau, mais à la fois, ils peuvent pas faire comme si ils n'avaient pas cette situation. Ma sœur est handicapée. Ma maman, elle a une maladie, c'est un truc dans son cerveau. On ne peut pas arriver dans une salle de classe quand on est élève et laisser son quotidien à l'extérieur, quoi. Des fois, quand je suis en cours, j'ai toujours mon esprit ailleurs un petit peu, on peut dire ça. Je suis là, je fais ça, faut que je fasse. Je rentre, je fais ça. Il y a toujours un petit moment où je repense à tout ce qui se passe à la maison. Une journée d'école, c'est toujours quand même un moment long, compliqué. C'est de la tension, c'est de la concentration. Donc, on doit pouvoir se détendre. Parfois, on ne le trouve pas forcément à la maison. Riwan, il va nous dire « Occupe-toi de moi, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, je vais faire quelque chose, je vais faire ça. » 1, 2, 3, 4. Là, tu joues. Du coup, ça me laisse moins de temps. Juste ça. Voilà. Ils n'ont pas de pause, ces enfants-là. Les profs, comme ils ne connaissaient pas vraiment ma situation, pour eux, c'est que je voulais pas travailler, que j'y allais juste pour faire plaisir à mes parents, sauf que pas du tout. Je veux réussir dans mes études. Je pense repérer un jeune aidant sans n'avoir aucun élément, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait de la parole et de la communication. Il
faut avoir du temps à leur consacrer, du temps pour parler, en dehors des moments de classe, parce que c'est pas dans les moments de classe que ça peut gérer. Donc ça peut gérer sur des moments informels, des récréations, des midis, des départs en classe verte, des choses comme ça. Au retour des vacances de la Toussaint, en gros, je me sentais vraiment pas bien et j'ai senti que j'arrivais à un craquage. Et donc, du coup, c'est ma mère qui a contacté le lycée. C'est son professeur principal qui est venu me voir en me disant « J'ai un élève dans ma classe qui a des difficultés familiales, qui doit aider son papa, etc. Donc, que pouvons-nous faire ?» Je pense que c'est notre rôle d'essayer de faire en sorte que l'école lui apporte des facilités et ne crée pas des problèmes en plus que ce qu'il a déjà à la maison. Auparavant, c'était pas dit. Moi, dans le début de ma carrière, on me disait on n'est pas des assistantes sociales, on est là pour l'école, enfin, une séparation, un cloisonnement, voire même une défense. On a une fonction, on porte une fonction, on représente l'État quand même. L'intérêt général doit primer. Comme il était jeune aidant et que nerveusement et au niveau de la fatigue, c'était quand même quelque chose qui était physique, on a essayé de mettre en place un PAI avec l'aide aussi de l'assistante sociale pour qu'officiellement ce soit reconnu et qu'il puisse suivre des cours par le CNED, donc par l'enseignement à distance, qui soit pris en charge par le lycée, que ce ne soit pas la famille qui soit obligée de payer ces cours-là. Faire quelques matières par le CNED pour m'alléger l'emploi du temps, ça me permet d'être plus productif de manière générale dans toutes les matières, du coup c'est bien. D'où l'intérêt d'alterner, de ne pas avoir que les cours par correspondance, mais d'avoir les deux. Voilà. Il ne faudrait surtout pas que ce soit considéré comme un privilège. Et c'est là où il faut rappeler aux gens, mais est-ce que ce jeune, il ne préférerait pas être à l'heure tous les jours, qu'on lui exige d'être à l'heure tous les jours parce qu'il le peut, plutôt de lui exiger quelque chose qu'il ne peut pas donner parce qu'il a dormi, au lieu de dormir 10 heures ou 8 heures, il n'en a dormi que 4, et en plus, pas d'un coup. Si je dors en classe, c'est parce que j'ai passé des nuits sans dormir, quoi. Pas forcément une nuit, quoi. Même ceux qui arrivent en retard, ils arrivent. Ils viennent, ils s'accrochent à l'école. Ça, c'est formidable. Vraiment, c'est quelque chose de fort. Vraiment. Et là, on s'incline. Quand on a connaissance de certaines situations, même si on n'a pas besoin d'avoir tout le détail, mais ça permet d'être sensibilisé et puis d'adapter, pas forcément son enseignement, quoique, mais en tout cas d'adapter sa posture de professeur et puis d'être un peu plus bienveillant. Voilà, où si un enfant se repose sur sa table, de le laisser faire. On peut aussi avoir cette tolérance-là, alors qu'on ne la tolérera pas des autres. Mais d'un enfant dont on sait que là, à un moment donné, il est tellement épuisé qu'il se couche sur sa table, on peut le laisser faire, pourquoi pas. Quand on est trop préoccupé ou trop fatigué, on peut pas travailler correctement. Et au bout d'un moment, on ne peut même pas aider correctement. Donc tant pis, même s'il a moins appris à ce moment-là, moins fait d'exercice, c'est pas grave. Il rattrapera plus tard, il rattrapera autrement. Et il apprend, il prend d'autres choses. Alors, les activités pratiquées. Il y a des jeunes aidants qui accompagnent un parent jusqu'en fin de vie. C'est une réalité aussi. En 2016, nous avons fait une grande enquête, école et orphelins, avec l'IFOP, qui nous a montré que c'est en moyenne 1 à 2 enfants par classe à partir d'un certain âge qui ont perdu un parent ou leurs parents. Et c'est vrai que c'est une situation qui est assez méconnue dans notre société. Et puis, dans cette enquête, nous avions aussi interrogé les enseignants ou les personnels de l'éducation nationale qui sont souvent démunis par rapport à cette situation. J'ai perdu ma mère très jeune, j'avais 5 ans je crois. En arrivant en CP, malheureusement, ça s'est super mal passé parce qu'il y avait une fille dans ma classe qui disait à tout le monde de ne pas parler avec moi parce que s'ils parlaient avec moi, leur mère allait mourir aussi. Et de ce fait, j'ai eu un peu tous les CP qui étaient contre moi. Si le jeune perd un de ses parents et que c'est dans l'année en cours, normalement on est au courant. Par la CPE, par le professeur principal, ça oui. Maintenant, si ça s'est passé l'année d'avant, par exemple, on ne le sait pas forcément. Du coup, la fête des mères en primaire, c'était dur parce qu'il y avait tout le monde qui faisait les cadeaux pour leur maman. Il fallait écrire des fois des mots. Et moi, j'avais pas de maman, donc je savais pas quel mot j'allais lui écrire en fait. Je me rappelle que je pleurais tout le temps. J'ai pu être maladroite aussi parce que pas savoir et puis à gaffer, quoi. Ça peut être quel est le métier de ton père. En général, on fait une bourde une fois, quoi. Puis après, on ajuste ces questions. Et puis maintenant, donc, j'invite mes élèves à me dire ce qui est important pour eux. Indiquez-moi ce qu'il est important pour moi de savoir.
Mais ça, c'est pareil, ce sont les jeunes qui me l'ont appris. J'avais une période où j'allais plus bien du tout. J'ai eu un mini décrochage scolaire. Pendant peut-être un mois, j'arrivais plus à suivre les cours. Et du coup, j'en avais parlé avec une copine et ma copine était allée voir notre prof principale. C'était ma prof de français et elle était vraiment super sympa et elle m'a vraiment aidée à avoir confiance en moi. Et je me suis retrouvée carrément en prépa alors que j'y pensais même pas quand j'étais au lycée. Avec tout ce qu'elle m'a donné, ça m'a vraiment aidée à ne plus baser simplement mon identité sur la petite orpheline, quoi. Et vraiment, elle m'a permis de devenir moi, en fait. Elle m'a vraiment aidée. Oui. Au même titre qu'on a besoin des médecins pour soigner les gens, on a besoin des enseignants pour pouvoir accompagner les jeunes dans cette construction-là, vers cette société-là, qui est plus une société du soin. Ils font partie, ils sont un maillon de cette chaîne qui fait qu'on construit quelque chose d'un petit peu plus solidaire vis-à-vis de cette jeunesse.